Bienvenue sur le fil rouge des émotions. Je m'appelle Lison Novaretti, je suis professeure de français, latin et grec ancien. Je suis Patrice Novaretti, médecin généraliste et du sport, et son mari. Ensemble, nous sommes parents de 2 enfants. Dans ce podcast, nous unissons nos connaissances et nos expériences pour vous aider à mieux accueillir et vivre vos émotions. À travers des références littéraires, des éclairages scientifiques et des entretiens inspirants, nous partagerons des outils concrets pour enrichir votre quotidien. En chemin, nous espérons semer des graines de confiance en soi et d'ouverture d'esprit pour vous permettre de mieux appréhender le monde et le voir sous un nouveau jour. Dans cet épisode, mes élèves de 5e et moi avons eu à cœur de partager avec vous un moment fort de notre année scolaire, notre rencontre avec Flore Vesco. Une autrice dont nous avons dévoré les romans avec plaisir, entre délicieux frissons et éclats de rire. Inventive, audacieuse, joyeusement irrévérencieuse, Flore Vesco nous a emmenés dans les coulisses de la création littéraire à travers le prisme des émotions. Que vous connaissiez déjà son univers ou que vous le découvriez aujourd'hui, soyez les bienvenus. Cet échange se veut une invitation ouverte, vivante et accessible. L'essentiel n'est pas d'avoir lu ces livres, mais de se laisser porter par la curiosité, afin de découvrir à ses côtés quelques réflexions et ressentis que la littérature peut faire naître. Pour ma part, cela fait plusieurs années que j'ai le plaisir d'échanger avec Flore. Cette rencontre fut à la fois une continuité et un enchantement renouvelé. Belle écoute! Bonjour Flore. Bonjour. Nous sommes ravis et honorés de t'accueillir sur le fil rouge des émotions. Alors, selon la biographie publiée par Didier Jeunesse, tu es née à Paris en 1981. Jusque-là, rien d'extravagant. On est bon. Mais ensuite, on a eu comme un doute. Apparemment, tu aurais longtemps hésité entre le grand banditisme, la piraterie et l'écriture, et tu n'aurais encore renoncé à aucun des trois. Après des études de lettres et de cinéma, tu aurais été chasseuse de primes, éleveuse d'autruches et professeure de français en collège. Tu as vécu à l'étranger et c'est dire, vous habitez chez vos parents ? En slovaque, en maltais et en roumain. Tu te déplaces exclusivement en vélo, tu écris et tu tentes de faire pousser des pommes. Tu aimes les anagrammes, les mots de plus de 3 syllabes, les listes, les anecdotes et tout ce qui a des bulles. Alors avant de pédaler à toute allure sur notre roue des émotions, je souhaite rebondir sur ta biographie avec 3 questions pour mieux te connaître. As-tu donné des prénoms aux autruches que tu as élevées ? Alors malheureusement, il n'y a pas eu d'autruche. J'écris beaucoup de choses inventées, que ce soit dans mes romans ou dans mes biographies. Et donc, je n'ai jamais élevé d'autruche. Mince, Dommage. le mythe est brisé. As-tu réussi à faire pousser des pommes ? Oui, plus ou moins. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Mais sur les pommes, je commence à m'améliorer un petit peu. Ah, super. Parmi ces mots inventés, lequel te fait le plus vibrer ? Émotionnellementesque, larmoyeuse ou encore bicyclousseur. Oui, j'aimais bien le émotionnel. Il est dur. Émotionnel-mentesque. L'autre il a l'air un peu triste, larmoyeuse. Et le dernier, il était rigolo, mais il faisait moins émotion, je trouve. Bicyclousseur, un mélange de douceur et Ah, pas mal. Mais j'aimais bien le émotionnel-mentesque. J'aime bien les mots entesques. Ah, Le grandiose. c'est surtout les grands mots, Ouais. les mots longs. Ouais, c'est vrai aussi. Plus il y a de syllabes, mieux c'est. Merci pour tes réponses. Alors à présent, on va passer à la roue des émotions. Cette roue, on l'a imaginée et fabriquée en famille. Eva ? Je vous explique. Déjà, on a fait des étiquettes de toutes les couleurs et on y a accroché le nom de différentes émotions. La joie, la peur, la colère, la fierté et aussi la tristesse. Des émotions qu'on peut ressentir quand on lit une histoire. Ensuite, on a pris mon vélo, on l'a retourné et on a accroché les étiquettes sur la roue arrière.
Mathéo, à toi? J'ai fabriqué une flèche en carton et j'y ai collé une petite pelote de laine rouge que j'avais faite pour rappeler le fil rouge des émotions. Ok. Je l'ai accroché sur le moyeu de la roue arrière. Quand on fait tourner la roue et qu'elle s'arrête, la flèche indique une des émotions écrites sur les étiquettes. Et c'est cette émotion qui lancera la prochaine question. Génial. En fait, le vélo, c'est le mouvement. Comme Ouais. les émotions, toujours en mouvement. Très juste. Avec l'étymologie, moérer, bouger. Oh là là, Voilà. c'est très élaboré. Ensuite, le vélo, pour nous, on a pensé que ça pouvait être la liberté des héroïnes, comme Cérine ou Mirella qui avancent coûte que coûte. Ouais. On s'est dit aussi que c'était l'invention, les rouages et les idées en marche, comme avec les héros Louis Pasteur et Gustave Eiffel. C'est juste. Et après, on s'est dit aussi, le vélo, c'est l'équilibre, celui qu'on cherche à atteindre entre les émotions, celles des autres, les nôtres. Et voilà, c'est un peu ce à quoi on a pensé. Ben, c'est bien trouvé. Et surtout, on savait que tu adorais le vélo. Du En coup, depuis plus, le début en de l'année, plus. on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc en Ah. rapport avec notre fil directeur, le Ça fil me rouge fait des tellement émotions. plaisir. Et forcément, le vélo. Voilà. Est-ce que tu pourrais tourner la roue des émotions? Je peux. Ah, la fierté, on est tombé sur la fierté. On commence fort. Alors, pour la fierté, on va écouter Tom, Jade et Riyad. Dans Gustave Eiffel et les âmes de fer, vos personnages éprouvent souvent de la fierté. Par exemple, au début du roman, Gustave lève fièrement la tête après avoir réussi une épreuve d'admission. Radieux, Gustave leva la tête vers l'examinateur. Ou encore quand il rêve à son avenir. Et pourquoi pas un jour bâtir une tour, une très haute tour, dont il serait si fier qu'il la baptiserait la tour Gustave. Même Louis Pasteur affiche cette émotion de fierté lorsqu'il répond à Gustave Eiffel. Un sérum de ma fabrication, répondit Louis, avec cette fierté bien naturelle des grands inventeurs. Ce qui nous amène à 2 questions pour vous, Flore Vesco. Quel moment de votre parcours vous a rendu particulièrement fier? Donc c'est la première question. Alors ça c'est assez facile parce que j'ai aucun doute là-dessus, c'est la publication du premier roman. Donc je ne sais pas si vous savez, mais accéder à la publication est compliqué. Beaucoup de gens écrivent, vous pouvez écrire sur votre ordinateur, inventer des histoires, mais si vous avez envie qu'ensuite ça devienne un livre qui est vendu en librairie, il faut l'envoyer aux éditeurs. Aux États-Unis, ils ont un système avec des agents. Tu te cherches un agent et l'agent lit le livre et le présente aux éditeurs. Nous, en France, on n'a pas ça. Donc, en fait, n'importe qui peut envoyer son manuscrit aux éditeurs. Le problème, c'est que du coup, beaucoup de gens tentent et essayent. Par exemple, Gallimard Jeunesse, qui est une très grosse maison d'édition, il se dit, je ne connais pas les chiffres exacts et je ne connais pas les chiffres les plus récents, mais qui reçoivent au moins 6000 manuscrits chaque année. Donc, il y a 6000 personnes chaque année qui envoient leur histoire chez Gallimard. Sur ces 6000, il y en a une qui est acceptée. Donc, ouais, ça fait très peu. Mon premier roman n'a jamais été publié. C'était un roman que j'avais écrit quand j'étais étudiante. J'avais gagné un concours et c'était un concours qui était doté. On m'avait donné une bourse annuelle, on m'avait fait rencontrer des éditeurs, on m'avait payé des voyages sur des salons du livre. Donc j'avais une sorte d'accompagnement à la professionnalisation et ça n'avait pas suffi. Et du coup, quand j'ai décidé d'écrire mon deuxième roman, j'étais plus étudiante et donc je savais à quel point c'était difficile d'être publié, d'autant plus qu'une première fois, avec même toute cette aide de gens qui étaient déjà dans le milieu, ça n'avait pas donné de fruits. Du coup, De Cap et de Mots, je l'ai écrit pendant 1 an et demi, toute seule, dans mon coin, en me disant « ça va pas marcher, je suis pas sûre que ça va marcher ». Je l'ai envoyé à beaucoup d'éditeurs où j'ai pas eu de réponse ou alors une réponse négative. Alors en plus, la réponse, elle arrive pas tout de suite. Vous envoyez la lettre et au bout de 3 mois, 6 mois, vous avez une réponse. Donc c'est long, vous êtes là à attendre, tous les jours vous y pensez, et puis un jour vous ouvrez votre boîte aux lettres, et il y a une lettre et ça dit « ben non, on veut pas, on a bien reçu votre histoire, on n'en veut pas ». Donc ouais, c'est dur. Et De Cap et de Mots, un jour j'ai reçu un coup de fil, donc l'éditeur, quand il est intéressé, il n'envoie pas un courrier, il appelle au téléphone. Et donc j'ai eu ce coup de fil de Didier Jeunesse, c'est l'éditrice qui me disait qu'elle avait beaucoup aimé le roman et qu'elle le publiait. Et là, je pense qu'on atteint mon pic de fierté de toute ma carrière, et de soulagement aussi, mais de fierté essentiellement. Est-ce que publier un livre ou recevoir des retours de lecteurs et de lectrices vous procure aussi un sentiment de fierté? Oui, en fait je pense que c'était le plus difficile, l'accès à la publication, donc c'est pour ça que c'est vraiment le premier qui me vient. Mais ensuite évidemment, en fait je fais un métier qui est très gratifiant. Je fais un métier qui n'est pas forcément très bien payé,
Mais en revanche, je suis payée, entre guillemets, ou en tout cas nourrie par ça. Par des lecteurs ou des lectrices qui viennent me voir en salon et qui me disent qu'ils ont adoré, qui viennent me faire dédicacer un livre et il y a plein de post-it à toutes les pages parce que c'est les passages qu'ils ont bien aimés. Des messages de parents qui me disent « ma fille lisait plus et puis elle a trouvé votre livre et maintenant elle lit ». Des tas de petites comme ça, de petits retours hyper positifs de la part de lecteurs ou de lectrices. Honnêtement, j'ai la chance d'en avoir eu beaucoup dans ma carrière. J'ai eu aussi des prix littéraires, des reconnaissances qui sont plus de la part de jeunes lecteurs ou lectrices, mais de la part d'adultes, de pairs, de journalistes, d'éditeurs, etc. Ça aussi, c'est flatteur également, d'une autre manière. Donc oui, je fais un métier où j'ai la chance. Mon quota fierté, il est bien. Mes chevilles sont pas trop gonflées, ça va. Est-ce que tu veux retourner la roue pour une autre émotion? Allez, c'est parti. La peur. J'ai un peu peur de ce qui m'attend, je vous le dis. On va donc écouter Anya, Tom, Anaé et Vincent. Dans l'étrange malaventure de Mirella, un passage nous a marqué par la force avec laquelle il transmet la peur physique et viscérale. Arrivée sur la grande place, elle s'écroula, le souffle saccadé, les jambes coupées, la chair moite et tremblante. Elle voulait se terrer dans un recoin et n'en plus jamais sortir. Elle resta là, abattie par la peur et pliée sur elle-même, incapable de se mouvoir. Et on assiste à l'évolution du personnage de Mirella, puisque plus tard dans le roman, on lit « Elle prit une longue goulée d'air. Ses membres avaient cessé de trembler, sa tête était claire. Son regard droit, sa poitrine ouverte et déterminée, ses pieds bien ancrés dans le sol, Mirella se sentait sûre d'elle. C'était pour elle une sensation nouvelle et étrange. Sans doute, enfant, avait-elle été ainsi, inconscient et téméraire. En grandissant, quelque part sur le chemin, elle avait perdu de cet aplomb. Et voilà qu'elle le retrouvait. Elle avait repoussé l'homme en noir. La peur l'avait quittée. On ressent donc à la fois la peur et la force qu'on peut retrouver après l'avoir traversée. Cela nous a inspiré 2 questions. Est-ce que vous vous inspirez de vos propres peurs pour écrire des scènes comme celle-là? Alors, je sais pas, c'est marrant parce que j'étais exactement en train de me demander ça. J'avais un peu oublié les scènes que vous avez relues. Et je pense que non, malheureusement. Je crois que, évidemment, j'ai déjà ressenti de la peur comme tout le monde. Enfin, et dans l'extrait que vous avez lu, je trouve intéressant parce que très universel, cette chose des enfants petits qui n'ont pas tellement peur, ni tellement honte non plus, qui dansent, qui s'expriment, qui sautent. Et puis peu à peu, en grandissant, on commence à se construire plein de peurs à l'âge adulte. Donc ça, c'est universel, ça vient de moi, mais ça vient, je pense qu'on le vit tous. Et évidemment, du coup, j'en parle dans le texte. En revanche, je ne crois pas que je m'inspire de mes peurs à moi pour la bonne raison que c'est difficile de décrire la peur d'un point de vue littéraire, vous voyez. On a toujours envie de dire ses poils se hérissent, ses cheveux se dressent sur sa tête. Or, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai jamais ressenti ça. Enfin, je trouve que c'est une image un peu nulle qui marche pas. Le cœur qui tambourine, pareil, on dit toujours ça. Je crois que quand j'écris ces scènes-là, je suis pas en train de me demander « Rappelle-toi un moment où tu as eu peur et essaye de le raconter ». Je suis vraiment en train d'essayer de chercher des figures qui marche bien et qui n'a pas été fait 20 000 fois. Enfin, c'est un travail un peu plus littéraire, je crois, que de quête de ma peur à moi. Mais je me trompe peut-être, en fait. C'est une question un peu complexe de ça, de comment est-ce qu'on écrit ce genre d'émotion. En tant qu'autrice, ressentez-vous parfois une autre peur, celle que vos livres ne soient pas aimés? Le succès, est-ce aussi une forme de pression? Ah oui, complètement. Alors ça, indéniablement, la question est très bien posée et elle est très juste. Pour vous donner une petite anecdote et qui montre que la peur, elle était là dès le début, Flore Vesco, c'est pas mon nom. C'est ni mon nom ni mon prénom. Et je l'ai changé dès le début, peu après que l'éditrice dont je parlais tout à l'heure m'ait appelé pour me dire qu'elle allait publier mon livre, en me disant que si c'était pas moi, ce serait plus facile de prendre de mauvaises critiques, en fait. Que si quelqu'un écrivait « Flore Vesco écrit vraiment des trucs nuls », ce serait plus facile parce que Flore Vesco, c'est pas vraiment moi, vous voyez. C'est une sorte de personnage, d'écrivain inventé. Donc c'était un premier moyen d'apprivoiser la peur, de me cacher derrière un pseudonyme. Je pense que plein de gens font ça. Hein. Je pense que beaucoup de gens qui ont un pseudonyme, vous voyez ce que je veux dire, pour une activité de façade, en fait, où ils doivent... Quelqu'un qui chante, quelqu'un qui danse, qui prend un pseudonyme, c'est une manière aussi de se créer un personnage et de se protéger en ne montrant pas soi-même directement, vous voyez. Et donc ça, c'était ma première peur. Et après, évidemment, peu à peu, c'est des peurs qu'on affronte, en fait, comme les personnages dans l'extrait que vous avez lu. J'ai eu la chance, comme je le disais, d'avoir des retours très positifs.
Et quand on a eu plein de retours positifs, ça permet de gérer bien plus facilement un retour négatif qui en plus est valable. Enfin, vous avez le droit de ne pas aimer un de mes livres. Donc je crois que maintenant c'est plus de la peur que j'ai derrière ça, mais une sorte d'acceptation que oui, bien sûr, on peut ne pas aimer ce que j'ai fait, c'est normal. D'autres émotions? Allez. Ouh, la colère. Alors pour la colère, on va entendre Anya, Léa, Alessandro, Nadir et Ethan. Pour parler de la colère, nous avons choisi 2 extraits. L'un tiré de L'étrange malaventure de Mirella, l'autre d'Or et d'oreiller. Dans ces 2 romans, la colère surgit souvent après d'autres émotions, comme la peur, un peu comme si elle faisait irruption après avoir été longtemps retenue. Dans Mirella, par exemple, vers la fin du roman, on lit Tourneboulée par son aventure, rongée par un ressentiment qu'elle tassait bien au fond d'elle-même depuis des années, nul doute qu'à l'instant où le bourgmestre aurait passé la tête par la porte, Mirella lui aurait jeté son poing à la figure, tellement la colère lui chauffait la bile. Mais c'est un domestique qui entrebâilla à lui. Mirella contempla ce bout de face maigre et effrayée, et le feu qui l'animait s'apaisa un peu. Et dans D'or et d'oreiller, la colère de Sajima éclate juste après qu'elle ait été saisie par la peur. Par contre-coup de cette peur subite qui l'avait saisie, Sadima sentit la fureur lui tourner les sangs. Lord Anderson regarda Sadima, qui se mettait en couleur. Il se tenait raide, un petit sourire moqueur figé sur le visage. Cette indifférence acheva d'enflammer Sadima. Pour le faire réagir, elle attrapa un vase en porcelaine et le leva au-dessus de sa tête. Ces 2 héroïnes nous montrent que la colère peut être une manière de reprendre du pouvoir, après avoir été impuissante. Voici à présent nos questions, Flore Vesco. Pour vous, la colère est-elle une émotion dangereuse ou bien nécessaire? C'est une question intéressante. Alors attendez, parce que du coup, je ne vais pas répondre pour moi, mais je vais répondre pourquoi est-ce que ces 2 héroïnes dans les 2 extraits que vous avez lus, elles sont en colère. Et je pense qu'à la base, il y a aussi un propos féministe de ma part. En fait, la colère en fiction, c'est souvent la colère de personnages masculins. La première colère la plus connue, c'est la colère d'Achille, qui a une colère à juste titre en fait. On vient de tuer son meilleur ami, il est furieux et il détruit tout. Et on a gardé ce stéréotype, c'est-à-dire que des personnages masculins qui expriment une certaine douleur par la colère, une douleur légitime, on en a régulièrement. Et les personnages féminins, au contraire, ils ont une énorme passivité. Alors là, j'ai des références qui sont peut-être moins universelles, mais moi j'ai grandi avec Princesse Sarah, qui se fait bisuter pendant tout... Alors je vois quelques visages, ça vous parle. Elle se fait bisuter et elle accepte en fait. Elle est passive, elle endure et jamais elle se rebelle contre les personnes qui l'agressent. Et récemment, il y a un manga qui s'appelle Silent Voice, que j'ai vu au CDI, où pareil en fait, moi je le trouve très beau ce manga et en même temps j'ai un peu du mal avec l'attitude de l'héroïne qui se fait arracher ses implants elle entend plus sans ses implants, elle est sourde et qui s'en excuse auprès des garçons qui lui ont arraché les implants. Donc je trouve qu'on a beaucoup construit des héroïnes qui ne sont pas capables d'avoir une colère juste et normale. Et donc c'est aussi pour ça que Sadima et Mirella, elles expriment ça en fait. Elles sont en situation d'infériorité, on les a maltraitées et elles réagissent par la colère. Et oui, je pense que c'est sain. C'est ce qu'on a vu aussi en classe, justement. On était partis de la colère d'Achille sur la colère. Voilà. J'adore. Prof de lettres, hein. On se rejoint. On avait vu que les hommes, souvent, leur colère, elles sont considérées comme légitimes, alors que celles des femmes, non. Et après, on avait dit, mais heureusement qu'il y a des colères. Et on était partis sur Rosa Parks, en disant que c'était pas mal en fait qu'elles soient en colère contre quelque chose d'injuste parce que ça permettait aux lois de changer. Et du coup, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait distingué la violence de la colère. Oui. Et en disant que la colère était non seulement légitime, mais elle était même nécessaire pour pas mal de causes. Donc c'est chouette, on se rejoint vraiment bien là-dessus. On est d'accord, votre professeur et moi. Est-ce que la colère est plus difficile ou plus agréable à écrire que d'autres émotions ? La colère a quelque chose de jouissif, effectivement. En particulier dans le cas de Sadima, où je m'étais dit, ouais, elle va tout casser. Il y a une scène aussi où elle détruit une tapisserie. Donc en fait, elle tire un fil. Alors pareil, casser des choses, c'est agréable en fait, hein, on le sait. Au Japon, il y a les gens ont le droit de payer pour aller dans des salles. Vous savez, il y a plein de meubles et d'objets et ils cassent tout. Donc les Japonais ont bien compris qu'il y a quelque chose de satisfaisant à passer sa colère en cassant quelque chose. Et dans le même genre, dans l'idée de destruction, tirer un fil et vous savez, ça défait tout. Et aussi, à mon avis, très jouissif.
Et évidemment, en plus, elle détruit une tapisserie que des femmes enfermées entre 4 murs ont été encouragées à tisser pendant des heures et des heures. Donc il y avait aussi quelque chose d'un peu symbolique dans cette destruction-là. Donc oui, de ce côté-là, c'est des gestes que moi je trouve jouissifs et que du coup j'aime bien raconter, comme de la même manière que j'adore raconter des festins ou voilà. On met du fantasme en fait un peu dans son écriture, on raconte des choses qu'on aimerait vivre. Et c'est vrai que sur la colère, ça permet de raconter ça. Ouais. Merci, on va passer à une autre émotion. Allez, fais tourner la roue. La tristesse. On va entendre Émir, Laurine, Juliana et Pieda. Alors, voici un extrait de Louis Pasteur contre les loups-garous, qui nous a beaucoup marqué. Le personnage de Louis Pasteur dit à Constance: Savez-vous que si l'on regarde une larme de joie au microscope, son apparence est entièrement différente d'une larme de tristesse ? En effet, la composition chimique des larmes varie selon les émotions qui les provoquent. Si vous riez de joie, le liquide lacrymal contient essentiellement du chlorure de sodium, des enzymes et des lipides. Mais si vous riez de chagrin, alors elle comporte en plus des protéines et surtout des antalgiques qui réduisent la douleur. C'est pourquoi pleurer apaise et fait du bien. Et voici notre question. Est-ce que vous avez déjà pleuré à la lecture d'un livre? Si oui, lequel ou lesquels? Alors oui, évidemment. Alors pas les miens, c'est pas possible. Hein. C'est comme d'essayer de vous chatouiller vous-même, quoi. Enfin, ça marche pas. Mais oui, j'ai pleuré à la lecture de plein de livres. Ah, je vais vous donner des livres extrêmement tristes, c'est assez affreux. Le premier qui me vient là, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Le bruit des os qui craquent. C'est horrible. Non, ça fait vraiment pleurer. C'est l'histoire d'un petit garçon africain enrôlé comme enfant soldat et qui est aidé. Enfin, il y a une jeune fille qui a elle-même été enrôlée, qui est plus âgée et qui va l'aider, qui va le prendre sous sa coupe. Mais c'est très très beau et c'est très très triste. Je me souviens d'avoir fait une liste il y a longtemps des livres vraiment les plus larmoyants. Il y a une BD très très belle aussi et très triste qui s'appelle Jolies ténèbres de Kerascoët, qui est assez saisissante aussi. Voilà ce qui me vient comme ça. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses et que je vais y penser dans 10 minutes. Ça s'appelle La pensée de l'escalier. On voudrait savoir, est-ce que l'écriture peut aider à transformer la tristesse ou à l'apaiser comme les larmes? Oui, mais moi j'écris pas ça, en tout cas pas pour le moment. Mais clairement, ça j'y crois fortement, au fait que vous pouvez soit écrire pour vous, c'est-à-dire vous traversez quelque chose de difficile et je pense que le fait de le mettre en papier, de la forme, enfin voilà, sans vous préoccuper du tout de qui va vous lire ou quoi, est intéressante. Et je crois évidemment qu'il y a de très beaux livres sur le deuil, il y a de très beaux livres sur plein de sujets extrêmement tristes. Je pense que c'est pas le genre de roman que moi je fais pour le moment. D'ailleurs, sur ce truc de tristesse, l'extrait que vous avez donné, c'est un extrait un peu à nouveau qui met à distance, quoi. C'est une petite anecdote, c'est pas une page où j'ai livré toutes mes émotions les plus sincères à propos de la tristesse. Donc je pense que je fais encore beaucoup des romans d'aventure avec des personnages, comme je vous dis, la colère, les émotions qu'on a vues précédemment, elles sont plus faciles à transcrire. La tristesse, ça touche à quelque chose, je crois, de plus enfoui, de plus profond, de plus intime. Et je pense pas l'avoir encore bien vraiment dévoilé de façon personnelle dans mes romans. Bah super, du coup tu pourras le faire pour un prochain. Peut-être. Je sais pas parce que là vous me feriez sortir de ma zone de confort. Donc on va voir, je vais y réfléchir. Par ailleurs, j'aime bien les livres qui finissent bien et avec de l'humour. Hein, donc c'est moins mon style, mais c'est intéressant aussi. Une autre émotion ? On dit qu'on est sur l'empathie. Léa et Naïl. Parmi les émotions que nous avons explorées cette année en classe, l'empathie nous a particulièrement marqués. Nous y avons travaillé avec un partenariat avec la Fondation Frédéric Gaillen, qui forme des chiens guides pour des enfants aveugles. Cela nous a mené à nous mettre à la place de ces enfants, à imaginer leur quotidien, leurs ressentis et leurs défis. En lisant vos romans, cette émotion nous est revenue, car vous semblez avoir cette capacité à comprendre vos personnages de l'intérieur, à entrer dans leurs émotions avec finesse. Alors, nous aimerons vous poser cette question. Dans votre travail de triste, l'empathie joue-t-elle un rôle important pour construire vos personnages ou s'agit-il plutôt d'un exercice d'imagination ? C'est un peu des deux. C'est évidemment nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas écrire sans...
Enfin si, on peut faire des œuvres un peu froides, un peu à nouveau, un peu même commerciales, on peut faire des œuvres de commande. Donc il est possible d'écrire sans empathie, mais je pense que si on veut faire quelque chose de juste, avec des personnages qui ont de l'épaisseur et qui sont vivants, et qui parlent et qui sont touchants et qu'on comprend, et si on veut avoir cet effet d'identification, si on veut plonger le lecteur dans une histoire, il faut faire preuve d'empathie. Je ne suis pas la personne qui arrive le plus facilement, je pense, dans le sens où moi j'ai tendance à bâtir l'histoire d'abord. Souvent, mon personnage, au départ, c'est un peu une forme vide. Je sais que, par exemple, ça va être une jeune fille qui devient le bouffon du roi. Elle va faire des blagues, elle va épater tout le monde, mais elle n'est pas vraiment incarnée. Ça se voit aussi dans le fait que mes personnages, ils mettent du temps à avoir un prénom. Des fois, j'ai fini d'écrire le roman, ils n'ont pas vraiment d'apparence physique. Donc, je ne suis pas la personne qui suis la plus orientée vers les personnages quand j'écris, contrairement à d'autres écrivains avec qui j'ai déjà discuté et qui partent vraiment d'un personnage. Moi, je pars d'une action et parfois d'un univers, d'un décor, quoi. Et le château, l'usine, l'école, le pensionnat, la tour Eiffel, très juste. Merci de connaître bien mes décors. Et donc souvent, je rajoute ensuite de l'épaisseur au personnage et c'est plus une étape ensuite où je me dis « Ok, il faut que la personne soit plus incarnée, je vais lui trouver des goûts, des faiblesses, des peurs, des choses comme ça. » Mais comme c'est une activité un peu consciente, j'ai l'impression que c'est moins de l'empathie et plus du travail d'écriture. Mais je suppose qu'il faut une forme d'empathie de toute manière pour y arriver. Donc c'est un peu un mix des deux, quoi. La question c'était est-ce que c'est un travail ou est-ce que c'est de l'empathie? Et j'ai envie de dire un peu des deux. On va dérouler encore le... Allez. La roue des émotions, c'est parti. La joie. On va écouter Clara, Pieda, Anya, Emric, Alia et Hayden. Oula, beaucoup de gens pour la joie. La joie fait partie des émotions que nous avons prises le temps d'explorer cette année en cours de français avec Madame Novaretti. Nous avons même créé une joy list en classe, une grande affiche où chacun a partagé un moment de joie personnelle, par exemple. Je ressens de la joie quand j'écoute de la musique. Quand je lis un bon roman. Et moi, quand je joue au foot. Quand je fête Noël avec ma famille. Quand je fais des soirées pyjama avec mes copines. Alors, on s'est demandé... Et pour une autrice, la joie peut surgir à plein de moments, pendant l'écriture, à la sortie du livre ou lors des rencontres avec les lecteurs et lectrices, comme peut-être aujourd'hui avec nous. Quand ressentez-vous le plus de joie dans votre travail? Alors, c'est une belle question. Évidemment que toute la partie rencontre, comme je le fais avec vous aujourd'hui, et c'est de la joie pure et sans mélange et facile. Et comme j'avais déjà développé avec l'idée de fierté, je ne vais pas m'étendre, mais oui, complètement et indéniablement. Pendant l'écriture, c'est un mix en fait, en vrai. Il y a des moments de joie, mais malheureusement, ce n'est pas forcément les plus courants. Il y a des moments de découragement, clairement, et il y a des moments de joie. Et en gros, l'idée me vient bien, je suis contente, j'écris mon truc, joie. Je galère, l'idée ne vient pas, je peine vraiment, découragement. Et des fois, je me relis, je trouve ça vraiment bien, joie. Je me relis, je trouve ça vraiment catastrophique, il va falloir recommencer, découragement. Ce sont les deux pics d'1 an et demi ou 2 ans de travail. Et sinon, en fait, à 80%, c'est ni joie ni découragement. C'est juste, j'avance dans l'histoire, je continue, ça vient, ça va, c'est pas catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon niveau émotionnel, il est plutôt plat sur une grande partie de l'écriture, avec de temps en temps des pics de joie et de temps en temps des descentes, des creux de découragement. Et j'ai appris à l'accepter, et notamment parce qu'en fait, c'est surtout le découragement sur lequel il faut se concentrer, donc je ne parle pas de la bonne émotion, mais j'ai toujours un découragement au plein milieu, moi. En fait, il y a un moment, au bout de 8 mois, par là, où j'ai l'impression que je me suis mal engagée et ça ne va pas, et je sais que la joie va revenir vers la fin. C'est comme un marathon, en fait. Franchement, je pense que c'est la même chose. Si vous courez, si vous avez déjà couru longtemps ou fait une activité physique intense, on démarre avec une espèce d'impulsion. On est joyeux, on y va. Vers le milieu, on n'en peut plus, on se dit qu'on finira jamais le bout. Et quand on passe la ligne d'arrivée, on est d'accord que ça remonte. Et sur n'importe quel projet de long terme, je pense qu'on a cette même répartition-là. Et sinon, les autres petites joies, recevoir le livre physique, en fait, parce que moi, après, je vois la couverture, mais tout ça, c'est des mails, c'est tout en numérique. Et un jour, avant que le livre sorte, je reçois un carton avec mes exemplaires à moi, auteur, que l'éditeur m'envoie. Donc, c'est un carton avec une 20aine de livres. Et on voit le livre, on voit si le papier il est beau, il est bien brillant, tout ça. Il y a des auteurs qui font des vidéos de unboxing, vous savez. Ils ouvrent leur carton, ils sortent le livre, ils disent « Regardez, le titre brille ». Voilà. Donc, le moment de unboxing est forcément un moment de joie aussi. Voilà ce qui me vient sur la joie d'écrire.
Tu veux bien à nouveau tourner la roue? On va finir par retomber sur des choses, pour le moment pas trop. Hein. Vraiment, t'as bien joué. Ouais, je suis très forte avec la roue. C'est mon habitude du vélo. Alors, on a déjà fait la colère, la tristesse, l'empathie. Nous n'avons pas fait l'amusement. Nous allons écouter Clara, Lilou, Tom, Anaé et Laurine. Dans Deux Capes et Deux Mots, le personnage de Sérine, déguisé en fou, dialogue avec le roi dans une scène pleine d'esprit. Votre Majesté, je soignais par le rire. Tenez par exemple, si une brave femme venait me voir avec la voix enrouée, eh bien je la faisais rire à gorge déployée. En effet, dit le roi en souriant, la méthode ne manque pas de logique. Aux personnes cardiaques, continua le fou, j'ordonnais de rire de bon cœur. C'est un remède qui ne peut faire de mal, reconnut le monarque. Quant aux malades de la jaunisse, tu les faisais rire, jaune, s'exclama le roi qui se prenait au jeu. Ceux qui souffraient d'un torticolis, à t'écouter, pliés en deux, ils se tordaient de rire. Et lorsqu'un patient venait me voir avec la joue enflée par une vilaine carie, tu le faisais rire du bout des dents, ou bien à s'en décrocher la mâchoire. Tout dépend de l'intensité du mal, répondit le fou d'un air docte. Mais que recommandais-tu aux gens qui ont pris froid? Eh bien, de rester au chaud et de rire sous cape, bien entendu. Évidemment, quel guérisseur remarquable. Ce personnage nous a beaucoup plu, mais au-delà de l'humour, le personnage de Sérine affronte l'hypocrisie et le pouvoir avec courage et finesse. Cela nous a donné envie de vous poser 2 questions. Est-ce qu'écrire vous amuse? Y a-t-il des moments où vous riez vous-même en écrivant? Alors, non, vraiment pas. Mais c'est intéressant parce qu'au contraire, en fait, cette notion d'amusement, elle est centrale dans l'écriture et pour moi, elle est une source de stress. C'est-à-dire que, par exemple, un roman, c'est long et il faut arriver à ne pas ennuyer le lecteur à aucun moment. Et pourtant, des fois, j'ai besoin d'un moment de pause, Donc, je suis constamment préoccupée par cette notion d'amusement pour le lecteur ou la lectrice. Moi, ce que je ressens, c'est plus au mieux de la concentration, au pire du stress de ne pas y arriver. Et ensuite, je ne m'amuse pas en écrivant les scènes qui sont, j'espère, amusantes. Mais c'est la même chose qu'un comique, en fait. Un comique qui prépare un spectacle, son but, c'est de faire rire. Je ne pense pas qu'il est plié en deux quand il écrit les blagues, etc. C'est le même exemple que ce que je vous avais dit tout à l'heure avec se chatouiller soi-même. Amuser est très difficile et ça demande de la concentration, des efforts du travail qui sont totalement éloignés de l'amusement. Moi, si je veux m'amuser, je suis à nouveau lectrice ou spectatrice et je profite d'un jeu, d'un livre drôle. Mais quand je suis de l'autre côté, dans les coulisses et du côté de la personne qui fait, je ne pense pas qu'on s'amuse tant que ça. On aimerait bien. Je sais que beaucoup de gens me disent « Ah, vous faites un métier, vous devez bien vous amuser, ça doit être super et tout ». Honnêtement, tous les moments de plaisir, ils sont plutôt quand j'ai dit après, une fois que le travail est fini et que je peux le re-regarder. Mais au moment où je fais, je ne dirais pas que je m'amuse. Est-ce que l'humour est pour vous un moyen d'aborder des sujets plus graves sans les rendre pesants? Oui, ça je suis entièrement d'accord avec ça. On peut faire passer beaucoup de choses avec l'humour et on peut aussi parler de sujets un peu graves ou tristes de façon détachée, indéniablement. Après moi j'ai aussi un peu d'humour noir qui est là moins un message et juste parce que ça m'amuse et que c'est un petit côté insolent. Mais oui, tout à fait. L'envie. Alors pour l'envie, on va écouter Luca, Alia, Emric et Shaima. Dans Louis Pasteur contre les loups-garous, vous explorez l'envie à travers le personnage de Constance. Après avoir découvert par accident l'art du fleuret, elle y prend goût, mais se heurte aux interdits de son époque. Une jeune fille du 19e siècle n'est pas censée manier une épée, ou encore moins y trouver du plaisir. Elle avait beau se fendre impeccablement, chaque geste lui apportait un sentiment grandissant d'insatisfaction. Il manquait le poids du fleuret, le tremblement léger de la lame qui fendait l'air. Le sifflement du vent. Constance s'arrêta. Son pied battait impatiemment. Sa main serrait du vide. Elle sentait monter l'envie. C'était un tout petit trou au centre du buste, qui s'élargissait doucement, furtivement, jusqu'à former un creux bruyant et entêtant. Elle voulait un fleuret. Mais Constance apprend aussi à réprimer ce désir, comme l'exige la société. Constance laissa retomber ses bras dans un soupir. Elle s'assit à même le sol et prit une longue inspiration. Elle savait très bien ce qu'elle devait faire. Elle excellait avec cet exercice. Il fallait prendre le désir, le plier menu et l'enfuir profondément, parmi toutes les autres envies, impétueuses et déplacées, et jeter dessus un rideau bien lourd. En classe, nous avons réfléchi à la différence entre l'envie et la jalousie. L'envie est souvent signe d'un désir positif, qui pousse à avancer. La jalousie, elle, enferme. L'une peut inspirer, l'autre exclure. Cela nous a donné envie de vous poser 2 questions.
Dans votre métier d'autrice, vous arrive-t-il de ressentir de l'envie ou de la jalousie vis-à-vis d'autres écrivains ou écrivaines? Elle est belle cette question aussi. Ça serait malhonnête de dire non. Donc oui, on a toujours une pointe de jalousie pour quelqu'un qui a vendu plus ou qui a plus de succès. Mais honnêtement, pour ma part, je pense que je le ressens assez peu et tant mieux. Et je crois que ça vient du fait que tous on est des passionnés. Par exemple, moi j'adore lire. Et donc s'il y a un livre vraiment très 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 bien, je veux qu'il marche en fait. Par exemple, on a tout un groupe d'écriture avec des amis qui écrivent. Et quand elle me donne un manuscrit, j'ai rien d'envie de plus qu'elle fasse le meilleur livre qu'elle puisse faire en fait. Parce qu'après, j'aurai plaisir à moi aussi le lire, etc. Donc le fait qu'on soit tous dans un domaine qui nous passionne, je crois, limite beaucoup ce phénomène d'envie. Moi, si tout le monde pouvait faire de très beaux livres et que tous y pouvaient marcher, parce que du coup, ça permettrait à plein de gens de lire, je serais réellement, sincèrement contente. Donc globalement, on en ressent toujours un peu une pointe et c'est normal, mais je trouve que je suis dans un milieu où j'ai pas le sentiment d'être rongée du tout, ni par l'envie, ni par la jalousie, sincèrement. Est-ce que certaines autrices ou certains auteurs vous inspirent particulièrement ou vous donnent envie d'écrire à votre tour? Oui, bien sûr, toujours. Ouais. Ça, en fait, c'est ce mouvement-là. Hein. On aime lire et on aime écrire. Et donc, on a toujours envie, quand on a lu quelque chose qui nous a plu, de refaire la même chose. La moindre bonne idée me donne ma propre bonne idée à moi. Donc c'est vraiment un mouvement où on se nourrit, en fait. Je crois que j'écrirais pas de bons livres s'il n'y avait pas déjà des bons livres qui ont été faits avant, en fait. Et donc j'ai tout intérêt à ce que continue à se faire de bons livres pour que moi, j'arrive aussi à en faire d'autres. Si je lis pas régulièrement des choses originales où je me dis « Ah ouais, tellement bonne idée, moi aussi j'aimerais bien faire ça », eh ben je créerai de moins bons livres. Donc c'est pour ça que la jalousie, comme je le disais, selon moi, est moins présente dans notre milieu, parce que j'ai besoin que d'autres gens fassent des choses mieux que moi pour que je puisse moi aussi m'améliorer. Tu te nourris d'eux et eux se nourrissent de toi. Clairement, il faut. On écrit toujours à partir d'autres choses et il faut que les gens mettent la barre haute pour qu'on puisse les suivre. Après avoir zigzagué entre la colère et la fierté, avoir freiné sous la peur et accéléré sous l'effet de l'amusement, nous approchons de la fin de notre itinéraire. Mais avant de refermer cette parenthèse littéraire, j'ai une dernière question à te poser. Si les émotions étaient des invités, laquelle aimerais-tu inviter à ta table pour prendre le temps de mieux la connaître ? Je sais pas. J'aime beaucoup ce film Vice Versa, vous savez, ce film d'animation, où j'ai trouvé assez génial cette incarnation comme ça des émotions. Si j'en invite une, c'est celle avec laquelle il faudrait que je travaille le plus, je pense, parce que sinon le reste, c'est acquis. Ou sinon la joie, mais c'est un peu facile comme réponse. Genre on passerait forcément à un repas sympa si la joie s'invite à ma table. Non, peut-être la tristesse, puisque si on faisait un bilan, moi c'est ce que je disais, c'est celle que j'ai le moins explorée, je pense, dans mes romans. Donc soyons courageux, même si on m'a dit « Ah, ça sera pour un prochain roman », et j'ai dit « Non, peut-être pas ». Allez, je fais un effort et j'invite la tristesse à ma table pour creuser si je pourrais écrire un roman qui, cette fois, explore cette émotion-là de façon plus sincère et ouais, ça me demanderait de sortir de ma zone de confort, parce que je pense que c'est pas non plus les romans que j'ai le plus de plaisir à lire, les romans tristes. Donc voilà. Ah, Nadir, tu as encore une question ? Allez, ça sera la dernière. C'est quoi votre émotion préférée ? Ah, mais alors je pense que j'en ai pas une préférée. C'est l'intelligence du message de ce film d'animation qui s'appelle Vice Versa, dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'on est d'accord que si vous vous rappelez le film ou si vous l'avez pas vu, tristesse est le personnage qu'on a envie de mettre de côté. Joie est toujours là, super contente et tout. Et puis finalement, on comprend bien qu'il faut pas mettre une émotion de côté, l'enfermer, ne pas l'écouter. Donc selon moi, comme on a dit que la colère était positive, la joie, évidemment, il y a toutes les émotions positives. C'est celles avec lesquelles on va le plus facilement, vers lesquelles on va le plus facilement. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus se couper des autres. Merci pour ce mot de la fin. Et encore 1001 merci d'avoir déroulé à nos côtés le fil rouge des émotions, Flore. Merci à vous. Bravo. Voilà, nous avons déroulé ensemble le fil rouge des émotions à travers l'univers romanesque de l'autrice Flore Vesco. Retrouvez les photos associées à cet épisode sur le site lefilrougedesémotions.com. Vous y découvrirez notamment le gâteau surprise confectionné sur mesure pour cette occasion, ainsi que les coups de cœur littéraires de mes élèves autour des romans de l'autrice. Un immense merci à Flore Vesco pour sa confiance et son enthousiasme.
Merci à mes élèves de 5e ainsi qu'à mes enfants qui ont préparé cette rencontre avec une grande implication. Merci à Michael Pellegrini pour la création sonore. Je vous remercie également, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre curiosité et votre écoute. Si ce podcast vous a touché, amusé ou encore inspiré, soutenez-nous en le partageant, en vous abonnant et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, apprenons à dérouler le fil rouge de nos émotions.